qui détermine les différentes urgences. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier, en deuxième, et puis ce qui peut attendre plusieurs semaines, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'heure. Alors ça, c'est une question qui est très difficile. La priorité absolue, c'est la sécurité des personnes. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui potentiellement présente un risque pour le public, mais aussi pour les personnes qui vont intervenir sur le chantier. Les urgences, en fait, ont été hiérarchisées en premier lieu par Philippe Villeneuve, qui, dès le 16 avril au matin, est monté dans la selle des pompiers et a pu faire le tour en fait, du bâtiment. Donc c'est lui qui a donné en fait, l'ordre de priorité des choses. La première urgence, c'est la mise hors d'eau. La deuxième urgence, c'est la dépose de l'échafaudage. La troisième urgence, c'est la stabilité des voûtes. Et tant qu'on n'a pas résolu en fait, ces trois questions, on reste dans l'urgence impérieuse. L'urgence impérieuse, ça vise à rendre l'édifice dans un état de stabilité qui soit satisfaisant pour qu'on puisse ensuite lancer le projet de restauration. Typiquement sur ce genre de sinistre avec le feu, il faut assurer très vite ce qu'on appelle le hors d'eau. Donc il faut empêcher que l'eau rentre dans l'édifice, parce qu'en fait l'eau fait très mauvais ménage avec les pierres qui ont subi le feu. J'ai fait bâcher tout de suite les voûtes avec des moyens, des poutrelles, des bâches, et l'incendie a eu lieu le lundi. Le vendredi soir, juste avant l'orage, toutes les voûtes de la nef et du chœur étaient protégées contre les intempéries. L'état de la voûte peut être inquiétant. On ne sait pas comment le feu a pu agir sur les mortiers, sur les pierres, sur leur cohésion. On ne sait pas comment la flotte qu'on a mis dessus pour l'éteindre a pu également avoir une action tant en choc thermique que le fait de pénétrer lentement. On ne sait pas non plus comment la canicule qui a suivi ces dernières semaines a agi sur l'évaporation de cette eau. Tout ça, on ne sait pas. Et il y a toujours sur les voûtes, la couche de charbon, de poutre qui est toujours là et qui nous empêche de voir l'état réel. Parce qu'on le voit du dessous, pas de manière complètement pratique, mais vu du dessus, c'est important de le savoir aussi. En fait, on sait que les voûtes ont pris beaucoup l'eau. On a des types de voûtes qui sont des voûtes fin 12e, début 13e, avec des voûtins. Donc les voûtins, en fait, c'est les parties en pierre qui remplissent ce qu'il y a entre les nervures. Et donc les voûtins, en fait, sont faits par des petits blocs de pierre qui sont parallélépipédiques. C'est comme des petits parpaings, en fait, si vous voulez, en pierre, qui sont à peu près gros comme ça. À cette époque-là, en fait, comme c'est des voûtes qui sont très complexes, les pierres étaient taillées perpendiculairement, et c'est le joint qui faisait le V pour éviter que l'ensemble tombe. Or, les joints ont pris beaucoup l'eau, et on ne sait pas aujourd'hui quelle est leur tenue. Donc, quand l'eau va sécher, et ça va prendre plusieurs mois, il y a des risques que les joints soit se rétractent, soit tout d'un coup se vident. Et là, il y a des risques majeurs d'effondrement des voûtes. Il faut déjà prendre des dispositions pour stabiliser l'édifice en cas de catastrophe. Là, je fais mettre les 28 arcs-boutants sur cintre. Un arc-boutant, il est là pour contre-buter les voûtes, qui elles-mêmes poussent. Si les voûtes tombent, l'arc-boutant il va continuer de pousser, et donc il risque d'emmener les murs à l'intérieur. Donc il est important d'annuler la poussée de l'arc-boutant en le mettant sur cintre. Donc grosso modo, on transforme l'arc-boutant en mur. Comme on ne peut pas intervenir sur les voûtes, en dessous, il faut qu'on intervienne par le dessus. Et comme on ne peut pas marcher dessus, il faut qu'on crée un plancher qui soit placé au-dessus des voûtes. Et donc, on va poser sur les murs des grandes poutres avec un plancher en caillebotis qu'on ouvrira, et on sera suspendu à ce plancher pour aller récupérer les gravats qui sont sur les extrados. Une des grosses urgences aussi, c'est de démonter l'échafaudage. Tant que l'échafaudage est là, il y a un risque majeur pour l'édifice. Si l'échafaudage s'effondre, on va avoir des pertes importantes sur la cathédrale, et sans parler des risques de pertes humaines. J'avais demandé à l'entreprise, expressément, dans la conception de son échafaudage, qu'il ne repose en aucun cas sur la charpente et la couverture, et en aucun cas sur la flèche. C'était un échafaudage particulier, puisque donc on devait être aussi en autostable et tout, n'avoir aucun appui contre la flèche, et en plus ne pas avoir d'appui sur la toiture. Bon, ce que malheureusement on a pu constater aujourd'hui, c'est qu'en effet l'échafaudage n'appuyait pas sur la toiture, puisqu'il est toujours en place, et que la toiture n'est plus là. Il a parfaitement tenu, et encore, il a pris le feu, il a pris 2 chocs,
Il a pris les 2 chutes successives de la flèche. Il est déformé, mais alors je vous parle, il est encore debout. S'il n'avait pas été conçu de cette manière-là, les dégâts qu'on a aujourd'hui auraient été beaucoup plus considérables. Il convient quand même de louer l'extraordinaire compétence de l'entreprise Europe Échafaudage pour la conception de cet échafaudage. On va travailler sur une phase extrêmement périlleuse qui va consister à déposer cette carcasse. Et ils ont mis au point un dispositif très compliqué qui va consister à rajouter des éléments d'échafaudage de part et d'autre, à le fretter, à le ceinturer avec des poutrelles métalliques, à le renforcer et ensuite à le démonter par l'intérieur en utilisant les talents des cordistes de l'entreprise Jarnias. Ils vont descendre, mais on va y aller et on coupe au fur et à mesure qu'on descend. Il est hors de question d'aller en bas dans le trou et puis d'aller enlever des morceaux. Non, au fur et à mesure, qu'on se fasse jamais coincer. C'est un très gros défi.